Et c'est super intéressant parce que la dernière fois, on a aussi parlé de la notion d'identité. On pourra peut-être en parler là. Parce que moi, j'ai quand même, en ce moment, on parle de phase. Toi, tu disais le début était facile, faire la fête, rencontrer des gens, et c'est peut-être après que c'est devenu plus difficile. Moi, je dis aussi, j'ai un peu cette impression-là de fonder ta famille. Hop, tu te heurtes à peut-être d'autres difficultés. Tu veux évoluer un peu de ta carrière. Hop, d'autres difficultés. Est-ce que je suis norvégien? Est-ce que je suis pas norvégien? Est-ce qu'on me voit comme un norvégien? Est-ce qu'on m'apprécie pas? Et donc, je trouve la vie vers l'extérieur très agréable, très douce. Pas de microagression, le respect, la propreté. Mais parfois, ta vie intérieure en tant qu'expatrié ou immigré peut être délicate. Il y a un vrai paradoxe. En fait, tu as cette sorte de surface très accueillante. Et en fait, tu te heurtes à un vrai mur d'intégration. Parce qu'il y a une vraie question d'intégration en Norvège. Et c'est une vraie question, c'est pas qu'en Norvège, c'est dans beaucoup d'endroits, c'est la question entre l'intégration ou l'assimilation. Moi, personnellement, je vote pour l'intégration. C'est quoi la différence? L'assimilation, c'est quand en fait, tu dois devenir comme la personne locale pour être accepté. En Norvège, est-ce que tu es norvégien si tu fais pas de ski de fond? Ouais. Est-ce que tu es norvégien si tu mets pas de murge tous les samedis? Ouais. Tu vois, enfin, il y a une vraie question. Mais l'intégration, pourquoi? Et en fait, ça touche un peu à ce que tu disais par rapport à l'école. L'avantage quand tu es immigré, moi, j'aime pas trop le terme expat. Parce que je trouve que c'est un peu snob, c'est un peu genre, t'es invité. Moi, je suis une vraie immigrée, c'est-à-dire du même terme qu'une autre personne qui vient d'un autre pays. Moi, j'ai choisi de vivre en Norvège et en fait, je me pose la question. L'avantage, c'est que quand t'es pas d'ici, tu peux choisir ce que tu veux. Mais à quel point tu choisis et tes choix, en fait, fait que tu vas pas vraiment être intégré. C'est le choix de l'école norvégienne versus l'école française. L'école française, c'est plus facile parce que moi, je connais les codes, je sais comment ça marche. Et en plus, l'école française à Oslo, c'est vraiment l'hybride génialissime entre l'école norvégienne et l'école française. Tu as la bienveillance et l'aspect d'éducation positive à la norvégienne, parce que tous les gens qui travaillent à l'école française, en général, ils habitent en Norvège depuis longtemps. Ils aiment habiter ici, ils aiment l'éducation positive. Donc, c'est pas l'école française où tu as de l'autoritarisme à tout va, où tu es vraiment à la honte et la cravache judéo-chrétienne, genre tu dois te rependre. Tu vois, enfin, c'est pas dans l'esprit de l'école française à Oslo. Et à côté de ça, tu as vraiment la structure à la française où tu apprends dans le calme, avec une manière structurée. Voilà. À l'école norvégienne, c'est plus freestyle, quoi. Les gens, ils se lèvent, ils partent. Même dans le primaire, du coup. Surtout au primaire. Alors que tu as des enfants, si tu veux, ils passent de la crèche où ils courent toute la journée, ils doivent être assis. Ils sont plus, si tu veux, ils laissent le temps à l'enfant. Laissent le temps à l'enfant d'apprendre, ils répètent beaucoup les bases. Mais il y a une vraie question. Les Norvégiens même se posent la question parce que l'école norvégienne, c'est l'inverse de l'élitisme, si tu veux. C'est vraiment, il faut que tout le monde apprenne. Et au bout d'un moment, tout le monde ne peut pas apprendre la même chose parce que déjà, on est différents, puis on n'a pas tous les mêmes capacités, puis on n'a pas tous les mêmes envies. Et en fait, c'est un peu cet esprit de janteloven. Il faut que tout le monde soit aligné au même endroit. Qu'il n'y en ait pas un qui soit au-dessus, un qui soit en dessous. Ça ne marche pas, quoi. Donc après, c'est plus confortable à l'école française parce que du coup, en fait, tu sais que si ton enfant, il a envie de cravacher, on va lui donner l'opportunité parce que c'est un peu dans la mentalité. Sauf qu'en fait, tu sais que ton enfant, s'il est moyen, en fait, on va lui filer une structure qui va faire qu'en fait, il va peut-être moyenner mieux. Après, si t'as un enfant qui est complètement, on va dire, qui n'aime pas l'école, tu peux éviter l'école française. Ouais, parce que là, il va peut-être plus facilement décrocher. Oui, et puis surtout, en fait, il va être laissé de côté. Comparé à l'école norvégienne où il sera toujours inclus. Parce qu'en fait, c'est dans le principe, c'est que tout le monde est inclus. Peu importe que tu galères ou pas. Donc, il y a une vraie question. Moi, je me pose vraiment la question parce que ma fille était à l'école française au CP. Elle adorait ça. Ça se passait super bien. C'était génial. Elle était à l'école portugaise. C'était horrible. Elle est rentrée. On n'a pas eu de place à l'école française, donc on l'a mis à l'école norvégienne. Aussi parce qu'on s'est dit... Mais vous vouliez à la base la mettre à l'école française? Ouais, non, on voulait la mettre à l'école norvégienne parce qu'on s'est dit un peu naïvement, tu vois, elle peut pas apprendre le norvégien de nous. Parce que, en fait, nous, on lui parle notre langue. Tu vois, son père est portugais, lui parle portugais. Moi, je suis française, je lui parle français. Parce que c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes enfants, c'est de leur transmettre la langue. C'est dit un peu naïvement, norvégien, elle va pas bien l'apprendre à l'école française. Parce que moi, je connais plein d'enfants qui sont à l'école française, viennent de familles non norvégiennes, et leur norvégien, il est pas bon. Et j'ai des amis qui ont des enfants de l'école française à l'université, parce qu'ils sont professeurs d'université, et ils me le disent, c'est des enfants brillants, mais leur norvégien est pas bon.
Ah ouais, Et donc, du coup, ça leur pose vraiment des vrais problèmes en termes universitaires. Parce qu'en fait, si tu veux étudier en norvégien, ton norvégien, il n'est pas bon. Donc, tu n'écris pas à un niveau académique, en fait. Donc, après, tu peux le rattraper, mais c'est galère, quoi. Après, la réalité du système, c'est que si tu as des bonnes notes, et à l'école française, en général, tu as des très bonnes notes, parce que la transcription fait que tu as des très bonnes notes. Est-ce que tu peux... La transcription, c'est quand on va traduire tes notes françaises dans le système norvégien ? Ouais, voilà. Donc, en fait, si tu veux, par exemple, genre, si tu as un 15 sur 20, en norvégien, ça fait un 6. Sur 6. Voilà. D'accord. Et alors que c'est très difficile d'avoir des 6 en Norvège. Et en gros, si tu veux faire, par exemple, si tu veux faire du droit, si tu veux faire médecine, si tu veux faire ingénieur, c'est les notes que tu vas avoir qui vont faire que tu vas rentrer où tu veux. Donc, si tu viens de l'école française, tu as quand même de grandes chances. Et en gros, si tu viens de l'école française, même si tu n'étais pas avec des 18 ou des 19 ou des trucs comme ça, en fait, tu auras le choix. Moi, je me pose vraiment une vraie question. Tu la poses encore ? Mais on se la pose. Ouais, d'accord. Et en fait, même ma fille, là, elle aimait le souhait. Elle me dit, maman, je veux retourner à l'école française. Ah ouais. D'accord, c'est hyper intéressant. Parce que, déjà, ses copines lui manquent. Oui, c'est sûr. Oui, ça aussi. Parce qu'en fait, culturellement, on se rend compte que même si on veut être en Norvège, on n'est pas vraiment norvégien, en fait. Et en fait, il y a une vraie différence entre les gens qui ont grandi ici et qui n'ont pas voyagé et qui ont leur petit village dans la tête et tout. Et nous. Et en fait, c'est une vraie richesse d'avoir cette communauté éclectique, mais elle n'est pas vraiment éclectique parce qu'en fait, elle est super ouverte, mais elle n'est pas éclectique parce que si tu pensais éclectique, ça veut dire j'ai aussi des gens qui sont pas ouverts avec moi. Et c'est ce qu'on a. Et je t'avoue, en fait, c'est pas confortable parce que du coup, tu te retrouves à devoir faire des compromis avec des gens qui ont des valeurs qui sont pas du tout les tiennes. En termes d'éducation, en termes de choix, par exemple, de nourriture, en termes de choix sur les téléphones. Par exemple, moi j'ai des enfants, elles ont 9 ans, elles ont des téléphones portables avec des TikTok. Parce qu'en fait, t'as un vrai manque d'éducation là-dessus, quoi. Parce qu'en fait, ça les intéresse pas s'il y a une babysitter gratuite. Et ça, à l'école française, tu l'as pas parce qu'en fait, je vais être très cynique, mais si tu choisis de mettre ton enfant à l'école française, c'est parce que c'est un choix. Enfin, déjà, ça te coûte parce que c'est pas gratuit. Et en plus, ça veut dire qu'en fait, tu mets une certaine valeur sur l'éducation de tes enfants. Ce que tu fais pas forcément si tu mets ton enfant à l'école du coin. Certaines personnes, oui, mais certaines personnes, non. Et quand tu as ton enfant à l'école du coin, tu vas devoir composer avec ceux pour qui l'éducation, c'est important, et ceux pour qui l'éducation, c'est pas si important que ça. Et aussi en termes d'investissement personnel, parce qu'à l'école norvégienne, tu as 2 pages à 4 de devoirs par semaine. Ouais. À l'école française, tu as ça par jour. J'adore ce que tu me racontes, parce que pour l'instant, tu es dans le questionnement. Je cherche activement quelqu'un qui a la contre-thèse de ça. Donc, si vous avez des enfants qui ont été peut-être dans le système français, qui ont décidé de passer dans le système norvégien, qui ont fait leur lycée dans le système norvégien et qui ont fini par, s'ils le choisissaient ou non, d'intégrer des grandes écoles et de continuer comme ça, écrivez-nous, ça m'intéresse. Parce que je me pose vraiment cette question et je pense que ça intéressera beaucoup de personnes aussi. Ça m'intéresse moi parce que coup, je sais pas ce que je vais faire. Bien sûr. Ouais. Ah, non, mais et nous, en tant que jeunes parents, c'est une question qu'on se pose. On a encore le temps. Parce qu'on se dit que c'est plus à partir de la primaire où il faudra vraiment prendre une décision. Mais moi, dès qu'on a une invitée qui nous parle du truc, je suis là, faut y aller, non, faut pas y aller. Enfin, je me pose la question parce que j'adore ce que tu me dis, les arguments. Et en même temps, quand tu me dis qu'il y a 2 pages de devoirs par jour, je me dis, est-ce que je veux vraiment ça pour mon enfant ? Après, les devoirs, c'est une vraie question parce qu'en fait, ça reproduit les inégalités sociales. Ouais. Parce qu'en fait, tu as besoin d'aide, tu l'as pas à la maison, t'es dans la... Et en même temps, tu vois, je dis souvent à Alban, je veux pas les laisser dans le système norvégien parce que je ne parle toujours pas norvégien et du coup, je veux pouvoir les aider dans leur scolarité. Moi, je pense qu'il y a une vraie question déjà de ton enfant. Ouais. Oui. Ouais. Ok. Quelle personnalité ce que ton enfant, il aime. Je sais juste que là, ma fille qui a essayé plusieurs trucs, alors moi, je suis un peu reluctante à la remettre à l'école française parce qu'elle a bougé beaucoup. Et en fait, de recommencer à chaque fois, c'est compliqué. Elle pense aussi que du coup, ça lui permet d'être un peu à un niveau moindre, ça lui donne une sorte de joker. Et psychologiquement, c'est pas forcément une bonne chose de lui donner un peu cette dynamique où elle change tous les 2 ans, entre guillemets, tu vois. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on va faire. On a dit qu'on attendrait jusqu'au mois de mars. De toute façon, l'année dernière, on a fait un test. Son niveau avait beaucoup baissé. Donc, on nous a proposé en fait de la faire redoubler. Par rapport, tu dis son niveau avait baissé par rapport à l'école française, au niveau de l'école française, d'accord. Ouais.
Donc, en fait, on a proposé de redoubler. Donc, de ne pas rentrer en CM1, mais de rentrer en CE2. Dans un niveau double, quitte à ce qu'éventuellement elle rattrape. Ça, je trouve ça hyper difficile. Enfin, moi, entendre des trucs pareils, ça me... Alors après, si tu veux, c'est présent. Il faut. Le choix avait été présenté d'une manière extrêmement bienveillante, dans le sens où, et moi je trouvais que c'était positif, tu vois. Mon partenaire, donc mon mari, il avait eu la même réaction que toi. Ouais. Il avait dit oh non, on peut pas la faire redoubler. Et en fait, moi, en discussion avec la directrice, l'idée, c'était de pas mettre une enfant dans une situation d'échec. Et de lui donner l'opportunité, si tu veux, de vraiment construire sur des bases saines et éventuellement de la remettre au niveau avec l'opportunité de lui donner, si tu veux, les codes pour qu'elle travaille. Après, il y a plein d'éléments aussi qui fait que ma fille est née en 2015, qui est une année où il y a extrêmement d'enfants. Donc, c'est des classes énormissimes. Tu vois, par exemple, à l'école norvégienne, ils sont 28. À l'école française, ils sont 15. Ah oui. Par classe. Ah oui. Ah oui, c'est l'école française. Attends, c'est pas l'école française de France. Oui, c'est pas l'école française qu'on a connue, nous. C'est des écoles. Enfin, moi, je me souviens en CP, quand on avait eu les devoirs, c'était que des fiches Montessori. Donc, si tu veux, voilà. Après, même mon mari qui était contre l'école française, où je l'avais un peu dit, ok, je sais que t'es pas trop d'accord, mais vas-y, fais-moi confiance, on teste. Il était convaincu. Voilà. Au bout d'un an, si tu veux. Il voulait la remettre à l'école française quand on est rentré en Norvège. Et c'est moi qui ai insisté à cause de la langue. Et je ne vais pas vous cacher que franchement, je m'en veux parce que je pense que j'ai fait une erreur. De pas direct la remettre ? Je pense qu'on aurait dû la remettre à l'école. Et c'est marrant ce que tu dis sur le fait de redoubler ou non, parce que ce week-end, on était chez des amis qui sont notamment professeurs dans le système norvégien et elles nous disaient, je ne savais pas qu'on ne redoublait pas dans le système norvégien, non. Ce qui faisait que pour certains élèves, ils accumulaient des lacunes au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que ça m'a un peu mais après, ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent dans des petits groupes de travail. Donc en fait, et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime moyen. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu crées une sorte d'exclusion systémique. Parce que comme ils ne peuvent pas faire redoubler, ils ne peuvent pas travailler avec toute la classe non plus. Donc, en fait, ils créent des groupes de travail par niveau, où l'enfant, il va se retrouver avec des enfants qui ont à peu près le même niveau que lui. Donc, en gros, il va être soit avec les bons, soit avec les losers. Et tu penses que les enfants le perçoivent comme ça ? Mais bien sûr qu'ils le perçoivent. Les enfants, ils ne sont pas cons. Ouais. Ils le savent très, très bien. Et moi, je n'aime pas du tout cette hypocrisie, où, en fait, si tu veux, tu ne vas pas le dire ouvertement, mais tu vas quand même mettre le gamin avec le loser. D'accord. Non, mais ça, c'est super intéressant, parce que j'imagine que ça quand tu le vois du côté seulement positif, c'est on permet à chaque enfant dans la même classe d'aller à leur rythme et de combler les lacunes. Sauf si ton enfant il va trop vite. S'il va trop vite, on le laisse tranquille, se faire chier. Dans le cadre de ma fille qui a 9 ans, c'est pas une élève qui est dans les 1% qui aura les 6. C'est une élève moyenne qui est comme nous, qui est pas con, mais qui est pas non plus la plus intelligente de la classe. Donc c'est une enfant, si tu veux, qui va avoir besoin d'un système qui va lui permettre d'avoir les 6, pour qu'elle puisse avoir le choix. Et moi, j'habite pas à Snarøya, j'habite dans un endroit où tu as tout. Donc, en fait, si elle va se retrouver avec les pas bons de la classe, elle va créer un réseau qui va être un réseau de losers. Excuse-moi de parler comme ça. Ouais. Mais du coup, en fait, tu vas créer une dynamique sociale, tu vas la mettre dans un environnement où, en fait, elle va se retrouver avec des gens qui vont être en échec. Parce que pour toi, tu penses que cette bulle te suit Mais bien sûr. Bien sûr, parce que tu restes tout le temps avec les mêmes élèves dans le système norvégien. Tu restes dans la même classe pendant 6 ans. Oui, c'est vrai, tu peux être dans les bons en maths et dans les mauvais dans une autre matière. Oui, mais en fait, ce genre de label, ça te suit et en fait, ça devient intégrant de la construction de ta personnalité. Donc, il y a une vraie question et moi, ça fait partie de ma réflexion sur école française ou pas. Parce que quand tu es à l'école française, tu construis un réseau différent. Et quand tu es moyen à l'école française, tu es très bon à l'école norvégienne. Tu te retrouves à en fait intégrer des milieux qui sont plus internationaux, à avoir des codes qui sont plus internationaux. Mais moi, je n'ai jamais rencontré une personne qui a fait l'école française qui avait des problèmes de réseau. Après, le système norvégien, il n'est pas du tout mauvais. Au contraire, c'est un système, si tu veux, qui apprend à vivre ensemble. C'est un système... Les Norvégiens, ils finissent par faire très bien. Mais pour moi, c'est un système qui est extrêmement dépendant de avec qui tu vas te retrouver, le genre de support que tu as à la maison et le genre d'activité extrascolaire que tu vas faire. En fait, ils veulent un système hyper égalitaire, mais qui, dans la réalité, ne l'est pas. Parce que c'est vrai que moi, quand à l'image de la société, comme ce dont on a parlé. Qui est hypocritiquement égalitaire.
Je repense, nous, quand on habitait du coup à Toyen, je me rappelle de collègues, surtout des collègues d'Alban, qui nous disaient « Oh là là, mais il faut que vous pensiez aux écoles des enfants. » Dès le début. Dès le début. On avait acheté notre appart, on n'avait pas encore d'enfants, on nous parlait de ça, quoi, de l'école et tout ça. Et pour nous, c'était justement une richesse d'avoir cette diversité. On ne comprenait pas pourquoi il fallait absolument se mettre dans une école spécifique. Choisir ton lieu de vie en fonction de l'école. D'où mon point de... Tu vois, si elle se retrouve dans un groupe de losers, ben voilà. Parce qu'en fait, où tu vas à l'école, je pense que ça définit plus ton avenir que vraiment si t'es smart ou pas, quoi. En fait, en vrai. Mais ce qui est le cas aussi à Paris. Bien sûr, c'est vrai. En France, moi je parle de Paris parce que je suis de Paris, mais en France, l'ascenseur social est cassé. Et on n'a plus cette hypocrisie de dire qu'il existe encore. Oui. Alors qu'ici, en fait, t'as un peu cette hypocrisie de te dire c'est une société égalitaire, tout le monde a sa chance, etc. En fait, non. Et du coup, une fois que vous êtes revenu en Norvège, qu'est-ce que vous vous êtes dit là, on revient et on est là pour rester. Ça va être ici, en fait, qu'on va faire notre vie. Ouais, on s'est dit clairement, en fait, c'est ici chez nous. Alors après, est-ce que c'est ici chez nous à Nesodden? Tu vois, des fois, on se pose la question. Oui, parce que pour expliquer aux auditeurs, Nesodden, c'est une presqu'île. Ouais, c'est ça. C'est en face d'Oslo, c'est une sorte de pointe. Et en fait, je prends le bateau tous les jours, donc moi, j'adore. Mais c'est aussi une des communes les plus pauvres de Norvège, qui est extrêmement mal gérée. Ah bon? Et en termes d'infrastructure, c'est compliqué. Voilà, et en termes d'impôts, c'est tellement mal géré qu'en fait, vraiment, on se pose vraiment la question, tu vois, pour nos enfants. J'adore Nesodden parce que t'as la mer à côté, t'as la nature à côté, les gens sont ouverts, du moins alternativement parlant. La vie, en fait, à Nesodden en elle-même, moi, je kiffe parce qu'en fait, il y a tout ce que j'aime. Et puis, il y a la ville, la plus grosse ville, à 20 minutes de ferry, tu vois. Et en fait... ça donne le break que j'aime pour rentrer chez moi. Comme toi, tu as 20 minutes de métro pour venir au pays des sapins. Mais lui, je sais que c'est plus un challenge pour lui, tu vois. Parce que des fois, en fait, tu peux pas vraiment rentrer chez toi puis repartir si tu as des activités. Parce que, tu passes la journée en ville, par exemple. Ça, c'est une vraie question. Et on se pose la question, tu vois, si on met nos 2 enfants à l'école française, est-ce que du coup, ça vaudrait pas le coup de redéménager peut-être en ville? Mais pour l'instant, c'est pas actuel. De toute façon, on a chez nous, on a des super voisins, ce qui est un luxe extraordinaire. C'est hyper important, ça. On aime bien là où on est, tout se passe bien, tu vois, enfin, voilà. S'il y a des projets de déménagement, de toute façon, c'est intra-Oslo, quoi. Oui, voilà. Ouais, ce sera pas ailleurs. Ce sera pas ailleurs. Non, clairement, ce sera pas ailleurs. Je vais changer de sujet, mais c'est super intéressant que tu sembles en tout cas ouverte pour en parler. Je pense que tu as traversé quelque chose de difficile. On n'y pense pas forcément en réfléchissant quand on pense Norvège, le rythme de vie. Qu'est-ce qui, toi, tu penses, t'a mené à ton burn-out? Comment ça s'est passé? Alors en fait, pour moi, c'est intéressant comme sujet et j'aime beaucoup en parler parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Ou alors, quand on parle de burn-out, on parle de cas vraiment extrêmes. Tu vois, des gens qui, d'un seul coup, se sont retrouvés alités pendant 6 mois, ont perdu l'ouïe, ont perdu la vue. Je sais pas, ont eu un accident parce qu'en fait, ils ont complètement perdu leur faculté. Enfin, genre, le corps a dit non. Moi, ça s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, moi, ça s'est plutôt passé, genre, graduellement, pendant longtemps. Je pense que ça a commencé, tu vois, bien avant d'être enceinte de la 2e, peut-être un peu. Et tu fais pas un burn-out si t'es pas quelqu'un qui, en fait, en veut dans la vie. Il y a un autre truc qui s'appelle le bore-out. C'est peut-être autre chose. Le burn-out, tu le fais quand, en fait, t'as un peu ce côté où tu veux bien faire. Tu veux bien faire. C'est un peu genre, des fois, tu veux toujours être positif, tu veux y arriver, puis tu te juges beaucoup, quoi. Donc, moi, c'est arrivé parce que y a plein de facteurs qui se sont mis. Ça se passait moyennement au travail. Il y a eu le Covid. J'étais enceinte. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Tu sais, quand j'ai eu un manager qui a rendu ma vie horrible. Ouais, il y a plein de choses qui sont passées qui ont fait qu'en fait, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Et comme c'était pas d'un seul coup, c'était difficile de dire stop. C'était difficile de dire, tu vois, par exemple, là, t'as ton corps qui dit non, t'as pas le choix, quoi. Voilà, mais parce que souvent aussi, les gens, ils attendent ce point de non-retour, alors qu'en fait, c'est déjà installé depuis longtemps. Puis, t'as des gens qui s'écoutent pas, tu vois. Mais moi, je m'écoutais pas trop non plus. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais chez le médecin pour ma fille, parce que ma fille avait une otite, mais tu vois, à répétition et tout ça. Et le médecin, il me voit, il fait, vous, ça va?
Ah ouais. Et là, d'un coup, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré pendant 20 minutes. J'arrivais plus à parler. C'est juste, je coulais comme ça. C'était même pas genre une crise de pleurs dramatique à la Hollywood. C'était vraiment, j'avais les larmes qui coulaient comme ça. Et j'étais un peu genre en Comme mode si zombie. le vase était trop plein, en fait. Zombie, comme ça. Et je le regarde, je fais non, je crois que ça va pas très bien. Et tu l'as pas vu venir? Et je l'ai regardé et je dis, je suis fatiguée. Très fatiguée. Ouais. Il me regarde, je fais, je pense qu'on va vous arrêter. Et donc, il m'a arrêté 15 jours. Et en fait, au bout de 4 jours, j'ai dit, je me suis dit, mais en fait, ouais, ça va vraiment pas, quoi. Tu as pris le temps de réaliser, en fait, combien c'était. Et au début, je me suis dit, ouais, 15 jours, c'est beaucoup. La semaine prochaine, je retourne au boulot. Ouais. Voilà. Et en fait, au bout de 4 jours, je me dis, mais pourquoi? J'avais vraiment un manager horrible à l'époque, tu vois, enfin, le genre de gars qui te fait vraiment douter de toi. Yes, ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi? Tu vois, pourquoi ça fait 10 ans que, même plus, hein, tu vois, que je fais tout ça pour, du jour au lendemain, en fait, me retrouver avec quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est que je démissionne. Ou qui fait tout pour te pousser. Pour que je fasse une erreur pour pouvoir me virer. Pourquoi? Rappelle-moi pourquoi. Et toi, dans cette relation, t'étais... Parce que du coup, tu avais l'air d'être plutôt clairvoyante sur son attitude. Toi, tu voulais combattre ça et dire non, mais je reste et je vais te prouver le contraire. Au début, tu es en mode combat. Hein, surtout quand tu es quelqu'un comme moi, si tu veux, pour qui la justice, ou du moins que ce soit fair, tu vois, c'est une valeur importante. Tu comprends pas pourquoi. Je vais lui montrer peut-être aussi Ouais, au début, tu te dis, c'est parce qu'il me connaît pas, tu vois. Ouais, voilà. Après, tu te rends compte qu'en fait, non, il en a rien à foutre. Excuse-moi, est-ce qu'il était norvégien? Ouais. Mais c'est pas le fait qu'il était norvégien. C'est juste une personnalité. Ouais. Et puis après, tu commences à réfléchir pourquoi. Donc, j'ai réfléchi pourquoi. Donc, j'ai pris les 15 jours. J'ai commencé à ranger chez moi. J'ai rangé mon garage, j'ai rangé tout. C'est un truc assez fou. Et en fait, je me suis rendu compte, mais le problème, c'est moi. Certes, c'était pas mon manager, ok. Mais le problème, c'est moi. Le problème, c'est vraiment moi. C'est qu'est-ce que je mets dans la valeur travail? Qu'est-ce que je mets dans la valeur famille? Qu'est-ce que je mets, tu vois? Qu'est-ce que je veux, en fait? Et pourquoi je me débat, tu vois? Enfin, vraiment, j'étais en mode Don Quichotte, quoi. J'enfonçais des portes ouvertes, je me battais contre des... Et en fait, je me posais pas vraiment les bonnes questions, genre, c'est quoi ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je veux vraiment? J'étais un peu, genre, en mode, je cherchais un peu tous les moulins à combattre, tu vois. Et bah lui, c'était genre le super moulin, quoi. Donc forcément, c'était facile de lui rentrer dans l'art parce qu'il y avait tout. Il y avait tous les éléments qui faisaient que c'était facile de rentrer en mode combat. Mais là, je me suis dit non, parce que déjà, de un, je vais perdre. Mais je vais perdre non seulement professionnellement, mais je vais perdre en plus personnellement. Et en fait, ça vaut pas le coup. Donc je me suis mis... j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit, je fais quoi ? Et il y a plusieurs années, j'avais eu en fait du coaching avec Mondelez, des séances pour développer, pour me développer personnellement. Et j'avais adoré. J'avais trouvé que c'était génial. Et je me suis dit, ok, je vais prendre un coach. Et en fait, au lieu de faire ça, je suis tombée sur une formation de coaching. Et j'ai décidé, ok, tu sais quoi, je vais me faire coacher, puis je vais devenir coach en même temps. Parce que bon, tant qu'à faire, vu le prix que ça coûte. Autant être certifié. autant y aller. Donc j'ai fait ça, et en fait, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie dans le sens où ça m'a permis de me poser les bonnes questions, ça m'a permis de réfléchir sur le fait que le burn-out, c'est jamais que professionnel. C'est toujours une combinaison un combo de facteurs personnels, historiques, courants, et c'est comment toi, tu envisages ta vie. Et c'est là où tu mets ton énergie. Et en fait, on a tous des périodes difficiles dans la vie, mais on ne réagit pas tous de la même manière. On n'a pas tous la même capacité de résilience. Et en fait, on n'a pas tous la même manière de se faire aider non plus. Et comment, en fait, j'ai dépassé ce burn-out. Je l'ai dépassé déjà parce que j'ai fait cette formation de coaching. Donc, ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Et l'ironie de la situation, c'est qu'en fait, lorsque j'ai posé ma démission, lui, il m'a fait une proposition pour me garder. Non. Et il s'est excusé. Et notre relation, elle est bonne. Waouh, j'adore. Donc, c'est pour te dire qu'en fait... Un changement de... C'était pas un monstre. Quoi. Mais en fait, il y avait une dynamique entre nous qui s'était créée de la part de nos personnalités. Et ma réponse à l'époque engendrait une dynamique de conflit, la sienne aussi, qui n'était pas la seule issue possible, en fait, en vrai. Il y a d'autres manières d'envisager, si tu veux, de certaines dynamiques. Après, c'est pas toujours facile, t'as pas toujours les capacités pour le faire. Mais moi, ce que ça m'a appris, en fait, c'est que s'il y a une leçon,
c'est que tout le monde peut faire un burn-out, mais surtout si tu es quelqu'un qui aime ton travail, qui veut te développer dans la vie, qui a tendance à vouloir être positive. Tous ces trucs, si tu veux, qu'on te dit qui sont les trucs de la bonne personne. Ouais, tu vois. J'en veux, je suis motivé. Oui, surtout si tu as grandi avec une famille ou un système qui te donne des éloges à chaque fois que tu fais un truc bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas appris à écouter ce que tu veux, toi. Exactement. En fait, tu fais ce que les gens autour de toi jugent être bien. Et tu cherches toujours à avoir cette validation externe parce qu'en fait, c'est ça qui te maintient en vie, dans une estime de soi qui te permet en fait d'être bien. Et tant que tu n'as pas été chercher à l'intérieur en fait ce que tu veux vraiment pour que ta validation en fait elle soit plus externe mais qu'elle soit interne et que peu importe si les gens ils sont pas d'accord, toi en fait tu sais que ton compas il dit que c'est bon. Tant que tu n'as pas atteint ça, en fait tu as un gros risque de burn-out. Et moi ça m'a permis ça. Et ce que j'ai appris en fait, c'est que dans la vie il y a personne qui s'intéresse à toi. Si toi, tu le fais pas. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, t'es pas intéressé par toi, si tu t'aimes pas, ben, en fait, il y a personne qui va le faire. Ouais. Alors, bien sûr, c'est très extrême ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai. Donc, en fait, aujourd'hui, ça m'a permis de créer toute une batterie. Tu vois, on parlait avant le podcast, on parlait un peu de matérialiser ce que tu veux. Un peu ce truc New Age de visualisation etc. Donc moi, je suis pas fan de la façon dont on le présente aujourd'hui, où c'est genre, tu dois t'asseoir, méditer 20 minutes par jour, voir des petites étoiles, et puis pouf. Mais je pense qu'il y a une vraie valeur d'en réfléchir à ce que tu veux, comment tu le veux, et l'objectif. Parce qu'en fait, du coup, cognitivement, tu vas te mettre à observer ce que tu veux. Tu vas te mettre à te l'approprier, et au final, ça va se matérialiser. Pas parce que c'est de la magie, mais parce qu'en fait, si tu veux, cognitivement, tu t'es mis dans l'énergie de ce que tu voulais, tu l'as compris, peut-être tu l'as déjà travaillé sans vraiment le réaliser. Et en fait, j'ai fait ce burn-out vraiment, vraiment dur il y a 4 ans. Et aujourd'hui, en fait, il y a 6 mois, j'ai signé ce que j'avais écrit il y a 3 ans à la fin de ma formation de coaching sur ce que je voulais en termes de taille de boîte, environnement, type de travail et salaire. Punaise. Félicitations. Et quand j'ai reçu le contrat, je te jure que j'ai appelé des amis parce que j'avais écrit ce truc, tu vois, puis je leur avais envoyé, tu vois, en termes de style, dire... Voilà, ça, c'est un peu mon engagement. Je leur avais envoyé pour que ce soit pas que moi et pour que ce soit, en fait, qu'il y ait des témoins, tu vois. Et je sais que c'est des amis bienveillants, donc en fait, même si ça s'est pas arrivé, ils m'auraient jamais, ils auraient jamais rien dit. Mais quand j'ai envoyé ça, j'ai une copine qui m'a dit, elle m'a renvoyé la photo de ce que j'avais envoyé, et je le croyais pas. Je me disais, mais c'est fou, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Et est-ce que le système norvégien t'a soutenu ou non dans cette période de burn-out? Notamment alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'en fait, si tu veux, je dirais oui et non. Ouais. Oui, dans le sens où, si tu veux, quand j'ai été voir le médecin pour ma fille, là, il a vu tout de suite. Il a même pas réfléchi, il m'a donné 15 jours d'arrêt. Il m'a appelé au bout de 15 jours pour me dire, est-ce qu'il vous faut 15 jours de plus? Tu vois, enfin, en termes de médecin généraliste, j'ai envie de te dire oui, pas de problème. Par contre, en termes de suivi après, parce que c'est bien beau, si tu veux, t'es au fond du trou, tu restes 15 jours dans ton lit, ok. Mais voilà. À partir de là, tu fais quoi, tu vois? Est-ce que lui, t'avait pas proposé Alors, il m'avait proposé d'aller voir un psy, sauf qu'il y a 6 mois d'attente. Ah, ça, c'est incroyable. Donc, et en plus, c'est en norvégien. Ou éventuellement en anglais, si t'as de la chance. Donc, moi, je peux le faire en anglais, c'est pas le problème. Mais dans l'absolu, si tu veux, mon mari, qui a perdu son père il y a 2 mois, qui a vraiment besoin de se faire soutenir, là, c'est compliqué, parce que en anglais ou en norvégien, il en a eu un en norvégien. En norvégien, c'est compliqué, je veux dire. Donc, du coup, on en a pris un en portugais en ligne. Mais ce que je veux dire, c'est que
Ouais, il y a un vrai problème en termes de système de santé. Oui, parce que de toute façon, les Norvégiens, ils parlent beaucoup de santé mentale, mais en fait, les Norvégiens, et ça, je l'avais fait l'expérience après ma grossesse, mais avec ça aussi, c'est en fait, il y a un peu cette dureté du climat, elle ressort un peu dans la dureté d'état d'esprit. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es enceinte, à partir du moment où tu as le bébé à l'intérieur de toi, tout se passe bien, tu es super suivi. Alors là, vraiment, genre, on te regarde à la loupe, pression, etc. Par contre, une fois que tu as fait le job et que tu as accouché, c'est salut, merci. Ah ouais, moi, c'est vrai que c'était notre ressenti surtout sur la première. Ouais. Vous avez des problèmes physiques. Ah oui, faites des exercices de Kegel. Ou alors, allez marcher dans la forêt. Voilà. Sauf qu'en fait, non. Oui, peut-être d'une certaine manière. C'est pareil avec le burn-out. On te dit, allez vous promener dans les bois. C'est vrai ? Oui. Alors, il y a une vraie raison et je le fais et je l'ai fait et oui, il faut le faire. Oui, mais pas que, j'imagine. Mais pas que. Et en fait, le système de santé norvégien, aussi bien que le système professionnel, à partir du moment où tu es en arrêt de maladie pour plus de 6 mois, non seulement ton salaire, il descend énormément. Donc, si tu n'as pas d'assurance, tu n'obtiens que, je crois que c'est 45% de ton salaire ou quelque chose comme ça, qui est suppléé par la sécurité sociale jusqu'à 60%, voire 100% si tu gagnes en dessous de certains paliers. Mais il y a un vrai danger. Et ça, en fait, tu t'en rends pas compte. Parce que si tu es comme moi, j'ai jamais été au chômage. J'ai toujours travaillé. Et en fait, je m'étais jamais été en arrêt maladie. Je m'étais jamais vraiment pris de mur dans la gueule, quoi. J'avais eu des expériences un peu compliquées, mais bon, voilà, j'en avais appris, mais pas une expérience qui m'avait fait vraiment m'arrêter et pleurer sur le canapé de quelqu'un et vraiment me poser la question, est-ce que ça vaut le coup, quoi. J'avais pas eu ça. Et quand tu as vraiment eu ça et que tu commences à regarder les petites lignes et à dire, en fait, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger de perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé dur. Parce qu'en fait, quand tu as 40% de salaire, est-ce que tu peux encore payer ton prêt ? Est-ce que tu peux encore offrir la même chose à tes enfants ? Est-ce que tu peux encore aller voir ta famille à l'étranger ? Est-ce que tu peux encore faire venir tes parents si tu as besoin ? Je pose vraiment les questions parce que je fais un burn-out. J'ai un vrai gros problème de santé. Moi, j'ai une collègue qui a fait un cancer. T'as pas d'assurance, t'as 60% de ton salaire. T'as un cancer. J'ai une autre amie qui est tombée, qui a un problème. Elle est tombée sur la tête. Elle a une concussion tellement forte que elle retrouvera jamais 100% de ses facultés mentales. Heureusement, elle avait une assurance. Donc, du coup, elle n'aura pas de problème financier. Mais elle n'aurait pas eu d'assurance. Et le système d'assurance en Norvège, c'est un peu à l'américaine. Donc, en gros, tu as eu des problèmes de santé avant, ton premium, il est... Donc, posez-vous la question avant d'avoir des problèmes de santé. Non, mais c'est un bon conseil quand tu arrives ici, parce que c'est vrai que peut-être en venant de France, tu ne te poses pas trop la question pour le système de France. Non, parce que nous, en fait, on a grandi avec un système où tu es en gros à 100% couvert. Ouais. C'est plus le cas. Clairement, en France, c'est plus le cas. Mais quand nous, on était enfants, si tu veux, on s'est jamais vraiment posé la question parce qu'on a vu des exemples autour de nous, des gens qui avaient eu des problèmes et qui se posaient pas la question, tu vois. Sauf s'ils étaient peut-être entrepreneurs ou chefs d'entreprise, c'est différent. Mais tu vois, par exemple, si tu as des parents qui étaient employés ou qui bossaient dans des grands groupes avec plein d'avantages corporate, en fait, tu te posais pas la question parce que c'était là. Tu as l'illusion que c'est là, en fait, mais c'est pas là. C'est ça qui est dur. Ouais. Parce que... Ouais. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à sortir du burn-out du système norvégien ? Moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire cette éducation de coaching que j'ai payée moi-même. Oui, ça venait pas du système norvégien. Voilà, ça, c'est intéressant de le savoir. Voilà. C'est personnellement toi qui a trouvé les clés, quoi. Exactement. Donc, j'ai trouvé les clés. Et moi, personnellement, je coach des gens qui ont eu des expériences similaires, des femmes. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment ma niche. Je coach des femmes qui ont eu des challenges de burn-out, surtout dans des problématiques... avec des enfants, une sorte de transition professionnelle où tu passes de la vie professionnelle où tu n'as pas d'enfants et du coup tu te retrouves avec des enfants, tu dois coordonner une réalité qui n'est plus la même. Et en fait, tu te mets à vraiment te poser la question sur qui je suis. Maintenant que j'ai toutes ces choses-là et que mon identité, c'est plus vraiment la même parce que ça peut pas l'être, c'est quoi mon identité. Donc voilà, donc je coach des gens qui ont ces problématiques-là. Je sais pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc tu fais ça en plus de ton travail. 1 à 2 clients que tu arrives à suivre. Que j'arrive à suivre. En général, c'est des suivis qui durent entre 2 et 4 mois. Moi, ça m'a vraiment permis de me relever, de relever la tête, et ça m'a permis aussi de reconnaître les signaux qui font que
il y a un risque pour replonger. Je vois tout de suite, si par exemple, je commence à avoir des soirées où, au lieu d'aller me coucher, je me mets à faire du téléphone pendant 2h30, puis d'un seul coup, il est minuit et demi, et j'ai toujours pas dormi. Je me lève le matin, j'ai pas envie. Tu vois, j'ai pas envie d'aller travailler. Bon, on a toujours des jours où on n'a pas envie d'aller travailler, tu vois, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Pas envie de mes enfants, j'ai pas envie de la vie. Des petits trucs comme ça. Et puis en fait, j'ai développé des stratégies qui me permettent, surtout dans les moments, en ce moment où c'est novembre, où en fait, t'as un peu envie de te suicider, t'es là comme ça. Il n'y a pas de lumière. Aujourd'hui, est-ce que je passe pas le... Oh non, mais il n'y a pas de lumière, les gens, ils font tous la gueule, tu vois, enfin, il fait froid. La ville est vide. Non, mais c'est ça. Enfin, franchement, c'est pas gay le mois de novembre. Non, mais c'est pas chouette, quoi. Nous, on a toujours dit que c'était le pire mois. Non, mais c'est horrible. Hein. Il faut clairement, si tu veux... Il y a aussi ce truc où avant, je me disais, je suis obligée d'être toujours de bonne humeur. Parce qu'en fait, si je suis pas de bonne humeur, je suis chiante pour les gens. Donc, en gros, je suis un poids pour la vie. Si moi, je suis pas de bonne humeur, donc je me mettais une obligation d'être toujours genre la meuf souriante. Wouhou. Sauf qu'en fait, maintenant, il y a des fois, je me dis, non, en fait, aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur. Ah, c'est toi que j'ai croisé la dernière fois en train de faire des dodo d'honneur dans la rue. C'était toi, Yannick. Et si ça te fait chier, c'est ton problème. Tu vois, par exemple. Tout va bien. Non, mais vraiment, avant, par exemple, je n'osais jamais être vulgaire. Parce que je me disais, mais non, c'est pas possible, on peut pas. Sauf qu'en fait, moi, c'est un peu ma personnalité. Des fois, je dis C'est pour te dire, en fait, tu vois, j'ai trouvé des stratégies où, en fait, je me donne l'autorisation, aujourd'hui, d'être de mauvaise humeur. Des fois, je dis à ma fille, tu vois, aujourd'hui, maman, elle est pas de très bonne humeur. Donc, en fait, je vais pas avoir beaucoup de patience. Donc, le prends pas personnellement, mais là, tu me gonfles. Et alors, comment elle le reçoit? Ça m'intéresse. Tu vois, je lui dis pas là, tu me gonfles. Je lui dis là, ce que tu fais, ça me gonfle. Ok, ouais. Okay. Et je fais bien attention de pas dire tu me gonfles. Ouais. En fait, c'est sur l'attitude. Tu vois, parce que j'ai une enfant qui fait beaucoup de bruit. Tu vois. Et il y a des fois, moi, ça me donne vraiment mal à la tête. Je lui dis là, ton attitude, où en fait, tu sautes et tu fais ça me gonfle. Donc, d'habitude, j'ai de la patience, mais aujourd'hui, maman, elle a pas de patience. Donc, soit tu vas le faire ailleurs, soit t'arrêtes. Et en fait, je pense que c'est important pour eux de comprendre ces trucs-là, parce qu'en fait, moi, je l'aime, même si elle est chiante, parce que c'est ma fille. Bien sûr. Et elle le sait, parce que je lui dis aussi. Je lui dis, je t'aime, mais là, ce que tu fais, ça me gonfle. Et le truc, c'est que dans la vie, t'as des gens, ils vont pas avoir cette patience avec toi, avec les gens. Ils vont juste et pas te donner la clé de comprendre, voilà. Ils vont rien te dire, ils vont partir. Ouais. Et surtout dans le système norvégien, parce qu'ils font pas ce truc que je te dis, c'est la non-intervention. Donc, en fait, ils vont te laisser de côté. Moi, c'est ce qui s'est passé durant mon burn-out. C'est que les gens, en fait, ils sont juste éloignés. Il n'y a personne qui est venu me voir et qui m'a dit, tu sais, Céline, en ce moment, peut-être essaye de faire différemment. Tout le monde s'est éloigné. Et là, tu parles dans la sphère professionnelle? Professionnelle. Ouais. Un peu personnelle aussi. Tu veux dire qu'en fait, ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ils préfèrent s'éloigner plutôt que rentrer dans le... Ok, donc ils avaient certaines clés qu'ils auraient pu te donner, qu'ils n'ont pas données. Ok. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle, et j'en parle dans le cadre de mon travail, et j'en parle à vous, et j'en parle à qui va entendre. Parce qu'en fait, des fois, les gens, ils n'osent pas, pour différentes raisons. Des fois, ça peut être parce qu'eux aussi, ça leur envoie une image qu'ils n'ont pas envie de voir. Des fois, ça peut être aussi parce que ça les enquiquine et qu'en fait, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie. Des fois, ça peut être parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Tout simplement, ils sont un peu genre, je ne veux pas la blesser, j'ai pas envie, ils n'osent pas. Ou des fois, ça peut être parce qu'en fait, ils ont clairement envie que tu te plantes, et puis en fait, ils attendent. Et est-ce que ça peut pas être, parce que je suis en train de me poser la question, est-ce que ça m'est arrivé moi de voir et de pas réagir? Est-ce que ça peut pas être parce que aussi tu as peur que la personne ne soit pas capable de recevoir ton message? Mais bien sûr. Oui, c'est souvent ça. Et est-ce que d'ailleurs tu penses que si on te l'avait dit à l'époque, tu aurais pu influencer sur ça, ou c'est maintenant avec le recul de ton coaching? Alors, oui et non. Je pense que si on m'avait dit à l'époque, de manière extrêmement rationnelle, fais pas ça, mais fais plutôt ça, j'aurais été capable de l'entendre et j'aurais été capable d'ajuster. Si on m'avait dit, de manière moins directe, ça c'est pas bien, j'aurais remis en question mon identité. Et les Norvégiens sont pas très forts pour donner du feedback parce qu'ils en donnent pas beaucoup, parce que c'est pas dans la culture. Et en fait, ils ont tendance à donner des feedbacks un peu sur la personnalité, genre oui, mais ça c'est pas très gentil. Le problème de ce genre de feedback, c'est que, même si c'est vrai, ça sert à rien. Oui, en fait. C'est pas constructif. Parce que déjà, c'est quoi qui est pas gentil? C'est dans quel contexte? Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? C'est quoi le but? Tu vois, moi, j'ai appris à donner du feedback.
Et un feedback, c'est intéressant. Donc, oui, si on m'avait donné des exemples concrets. Genre, lorsque tu es en réunion, tu reprends cette personne pour lui démontrer qu'elle a tort. C'est pas quelque chose qui nous aide parce que ça empêche la personne à donner son opinion les fois d'après. Donc, c'est mieux si tu dis rien et que tu écoutes et que tu poses des questions. Éventuellement la fois d'après. Feedback concret. Moi, le feedback que j'avais, c'est des fois, t'es pas gentil. Ok, oui, d'accord. Oui, tu peux rien en faire. Puis en plus, t'es pas gentil, c'est subjectif. Complètement, voilà. C'est... Surtout quand t'es pas bien. Quand t'es pas bien, des fois, t'essayes de défendre ton bistec, t'essayes de faire avancer quelque chose, tu sais pas vraiment comment faire. Tu vois une personne, en fait, qui te pose des questions un peu loufoques, qui servent à rien, tu te dis, mais c'est quoi ton but, tu vois? Puis t'as une autre personne qui clairement veut pas de ce que t'es en train de faire, donc elle essaie de le démonter, donc du coup, t'es un peu en mode défensif. Donc il y a plein de facteurs qui font que, comme tu dis, c'est très difficile de donner du feedback, parce que donner du feedback, c'est vraiment un art. C'est vraiment quelque chose qui est vulnérable pour les deux, pour la personne qui le donne et pour la personne qui le reçoit. C'est quelque chose qui, quand est mal fait, a des conséquences très, très négatives. Donc, oui et non. J'aurais été capable de le recevoir si ça avait été quelque chose de concret, dans l'optique vraiment de faire mieux. Mais non, parce que ce que j'ai reçu comme feedback n'était pas un feedback qui m'a permis, que j'étais en capacité de travailler. Je vais faire une petite parenthèse là, parce que ça touche ma propre learning curve, ma propre courbe d'expérience par rapport à le feedback, et notamment les retours annuels. Comme tu dis, on avait l'air de discuter, de voir que ton caractère, et je pense le mien, c'est un peu la performance, bon élève, on veut deliver et tout ça. Donc les entretiens annuels, je prenais ça avec beaucoup de sérieux. Et notamment, mon manager à ce moment-là collectait des feedbacks, donc des retours de différents collègues un peu tout autour de moi pour avoir cette vue 360, blablabla. Et donc je me disais, oh là là... Ça, c'est la kryptonite du bon élève. Eh ben oui. Le feedback annuel, c'est la kryptonite. Moi, je suis fondamentalement contre les revues annuelles, la façon dont c'est fait, surtout dans le point de vue corporate, pour plusieurs raisons. Mais attends, ce que j'allais te dire, c'était que le feedback, un jour, très simplement, une manager que j'ai pas eu longtemps, mais m'a donné la clé. Elle m'a dit, notamment dans le cadre de ces entretiens annuels, le feedback, tu le reçois, tu choisis de faire quelque chose, ou tu le mets de côté, si ça te va pas ou que t'as pas envie de changer. Et ça, depuis, je le dis à tout le monde, parce que j'ai appris en une phrase quelque chose qui m'a libéré de quelque chose de très lourd et qui, je pense, est ancré notamment par cette culture et cette éducation française. Un professeur te dit quelque chose, il a raison. Un parent te dit quelque chose, il a raison. Exactement. Et non, et non. Et je vais te rajouter quelque chose, peut-être ça va t'aider, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai en fait une très bonne amie qui m'a dit un jour, est-ce que tu as considéré à quel point tu apprécies ou estimes la personne qui te donne ce feedback? Parce qu'à partir du moment où la personne qui te donne un feedback, ni tu ne l'estimes, ni tu ne l'envies, ni tu la trouves inspirante, quelle valeur a vraiment ce feedback? Exactement. Tu vois? C'est une vraie clé, ça aussi. S'il y a personne qui fait des choses que tu trouves génialissimes, te donne un feedback qui est peut-être un peu inconfortable, ok, peut-être il y a un truc pour toi. Ouais, complètement. Tu vois, parce qu'en général, quand ça titille un peu, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Mais si c'est quelqu'un que tu trouves pas forcément chouette, qui te donne un feedback pourri, bah, tu dis, ok, c'est son point de vue. Merci, bye bye. Oui, complètement. Non, mais j'insiste parce que je pense que ça vient avec la maturité, mais en fait, cette clé, on peut l'avoir dès très jeune, et il faut l'avoir dès très jeune, je pense, pour s'éviter pas mal de soucis. Sans transition, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite s'installer en Norvège? Elle en a donné un au début, ne pas venir au mois de novembre ou septembre. Ne pas venir en automne. Quoi. En automne. Ok. Si vous venez et que vous aimez la neige, venez au mois de janvier, parce que comme ça, vous profitez de la neige. Et puis après, profitez du printemps. Équipez-vous de crampons. Oui, très important. C'est clair. Mais pas les petits crampons, les vrais crampons. Bah, je dirais déjà réfléchir. Il faut réfléchir. Réfléchir à ce qu'on veut dans la vie. Parce qu'en fait, s'expatrier ou immigrer. Émigrer. C'est pas un choix anodin. Et en fait, vraiment, l'herbe est la plus verte là où tu l'arroses. Donc, si vraiment c'est que tu en as marre de ta vie, réfléchis pourquoi tu en as marre de ta vie et ce que tu peux faire là où tu es pour vraiment te rapprocher de ce que tu souhaites. Ok. Si déjà tu aimes ta vie, mais qu'en fait, toi, tu as envie de grands espaces, tu as envie de neige, tu as envie de... viens en Norvège et fais l'expérience.
Parce que déjà, il y a la Norvège à Oslo, il y a la Norvège dans le sud de la Norvège, et puis il y a la Norvège dans la Cambrousse. Quoi. Et c'est ce qu'on veut collecter d'ailleurs. Oui. Ouais. Et aussi, c'est pas du tout la même expérience si tu immigres en tant que jeune tout seul et avec une famille. Et quand on fait ce choix avec des enfants, ça a vraiment des conséquences. Et ça peut être compliqué. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut en tant que soi ou unité. Quoi. C'est vraiment mon conseil. Après, chaque personne aime des choses différentes, donc je ne vais pas donner de conseils sur la Norvège. Mais c'est vraiment... il faut réfléchir à ce qu'on veut. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu adores en Norvège ? Qu'est-ce que j'adore en Norvège ? Moi, j'adore le fait que les Norvégiens aient une politesse différente que nous. Je sais que c'est très controversiel. Oui, complètement. Mais j'adore ce fait que leur politesse, c'est de laisser l'espace aux gens. Parce qu'en fait, moi, je suis une fausse extravertie. J'ai besoin de temps personnel pour me recharger. Et vivre en Norvège, c'est cognitivement et psychologiquement relax. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de dire bonjour aux gens dans le bus s'ils n'ont pas envie. Si on croise quelqu'un, on peut totalement l'ignorer, c'est pas grave. Et le jour d'après, dire bonjour si la personne a... Moi, des fois, le matin, je prends le bateau et je discute 30 secondes avec quelqu'un en rentrant dans le bateau et la personne, elle me dit j'ai envie de lire un livre pendant la traversée, donc je te souhaite une bonne journée. J'adore. Si tu savais à quel point je kiffe. En France, ce serait trop mal, je crois. Non, mais au début, pas facile. Ouais. Non, mais la première fois, tu le prends mal, mais après, tu dis, en fait, moi aussi. Je vais faire pareil, tiens. Non, mais, en plus, c'est vrai. En fait, moi aussi. Mais moi, la plupart du temps, quand je me retrouve avec des collègues dans les transports, je me dis, ah mince, je voulais faire mes trucs, appeler ma famille. Et c'est vrai, mais en même temps, s'ils me parlaient pas, je dirais, mais abusé, ils me parlent pas. Il y a cette dualité. Voilà. Donc, c'est ce que très je bon préfère. point. Ouais, j'adore. Super, je pense qu'on a abordé plein de thèmes différents. Merci à vous. Qui vont donner des clés... pour ceux qui sont déjà là et ceux qui sont juste intéressés par la société norvégienne. Ou qui ont projet d'y venir, oui. Ouais, ton expérience était super intéressante et merci de l'avoir partagée avec nous. Merci pour ton authenticité, ton temps, c'est vraiment génial. Nous, ça m'enrichit incroyablement d'avoir des invités premièrement, qui nous font confiance pendant la conversation. Et puis, bien sûr, comme on vient de le dire, au-delà, j'espère que ça va en aider beaucoup d'autres. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.